Allô, docteur Nelson? C'est Alphonse à l'appareil. Alphonse! Voilà, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime votre femme. J'ai fait l'amour avec elle. Rendez-lui sa liberté. En juillet 1971, François Truffaut travaille sur le montage de son nouveau film Les Deux Anglaises et le Continent dans les studios de la Victorine à Nice, pour être plus près de ces deux filles qui étaient à ce moment-là en vacances dans le sud. Créés en 1919, les studios de la Victorine ont vu défiler les tournages des plus grands réalisateurs du monde entier comme Alfred Hitchcock, Marcel Carné, Jean Giraud, Alain Cavalier et tant d'autres qui ont usé de ces gigantesques plateaux de tournage français. Et c'est en se baladant chaque jour dans les décors extérieurs construits en 1968 du film britannique La Folle de Chaillot réalisé par Bryan Forbes, une version américaine de la pièce de Jean Giraudoux, l'un des rares films à avoir pu continuer son tournage durant les événements de mai 68, quand la plupart des films avaient été délocalisés en Italie ou en Allemagne, que lui vient une idée. Je regardais chaque jour ce décor en m'approchant chaque fois sous un angle différent et naturellement, il m'apparaissait plus intéressant et surtout plus beau. C'est alors que me revint, avec davantage de force, le désir, vague depuis plusieurs années, de tourner un film à propos du cinéma. Mais vous fumez, monsieur! Très emballé par son idée de film sur le cinéma, il se met à visiter de fond en comble la Victorine. Il découvre les locaux des studios, les bureaux de production, les loges d'acteurs, les salles de maquillage, l'auditorium et finit par la salle de projection. C'est alors qu'il imagine un scénario qui pourrait se dérouler exclusivement au sein des studios de la Victorine, ce qui lui donnerait l'unité de lieu, l'unité de temps. Le film traiterait du premier jour des prises de vue jusqu'au moment où toute l'équipe se sépare et donc l'unité d'action. La Nuit américaine est un film sur le cinéma, c'est la chronique du tournage d'un film depuis le premier jour des prises de vue jusqu'au jour où toute l'équipe se sépare. Cependant, il décide de ne pas traiter de la pré-production, considérant que le 8,5 de Fellini avait épuisé le sujet, et de ne pas non plus s'attarder davantage sur la post-production. Il réutilisera quasiment tel quel les décors de La Folle de Chaillot, grâce auxquels il eut l'idée de ce film sur le tournage de cinéma. Les Deux Anglaises et le Continent sort donc en 1971 et est reçu assez froidement par la critique et le public. Un échec difficile à accepter pour son créateur qui a misé beaucoup sur cette romance, qui était pour lui une méthode pour soigner ses propres chagrins d'amour. Le film ressortira en salle en 1985 avec un titre abrégé en simplement Deux Anglaises. Il sera le chant du cygne du réalisateur qui décédera en octobre 1984 et témoigne donc de l'attachement tout particulier que symbolisait cette histoire aux yeux de François Truffaut. L'année suivante, il réalise la comédie Une belle fille comme moi, sur un scénario qu'il co-signe avec Jean-Loup Dabadi. Le film qui donne la réplique à Bernadette Lafont et à Claude Brasseur se distinguera lui aussi par sa faible rentabilité et est donc le deuxième échec d'affilée que doit essuyer le cinéaste. En parallèle de tout cela, il s'attelle avec l'acteur et scénariste Jean-Louis Richard ainsi qu'avec l'une de ses plus proches collaboratrices Suzanne Schiffman à la rédaction du scénario de La Nuit américaine. Un scénario complètement original, là où ces deux dernières productions étaient des adaptations de romans. Un film qui, et il l'espère, saura séduire le public car il aborde ce pourquoi François Truffaut existe, faire du cinéma. La Nuit américaine sera donc son 14e long métrage. Avec ce film, Truffaut souhaite montrer l'envers du décor. Il veut émerveiller le spectateur en le faisant rentrer dans les coulisses d'un monde qu'il ne voit d'habitude qu'en surface. Truffaut nous emmène donc dans l'élaboration d'un film, là où le spectateur s'arrête d'habitude, là où le metteur en scène l'a décidé, c'est-à-dire au projet terminé. Truffaut nous dit « Je ne dirai pas toute la vérité sur les tournages, mais je ne dirai que des choses vraies qui s'étaient produites sur mes films passés ou sur d'autres. Le scénario repose sur les différentes anecdotes et ennuis plus ou moins graves qui se produisent durant le tournage d'un film. » François Truffaut alimente son film de situations qui existent réellement dans le monde du cinéma, comme au moment où certaines personnes de l'équipe viennent assister au visionnage des rushs et d'autres qui ne viennent pas, qui préfèrent attendre le résultat fini. C'est une situation bien réelle qui a lieu pour quasiment tous les films. Et donc La Nuit américaine réussit le savant mélange de nous montrer certaines séquences du film qu'ils sont eux-mêmes en train de tourner. Le soap opéra Je vous présente Pamela, une histoire sordide inspirée d'un fait divers que Truffaut avait découvert dans les journaux britanniques, tout en nous montrant l'envers du décor. Il insuffle à la fabrication du film un côté magique. Faire un film, c'est bien plus que prendre une caméra et filmer. C'est s'unir dans l'ambition commune de réaliser une grande œuvre.
À commencer par le titre du film, La Nuit américaine, qui renvoie d'une part à la technique cinématographique, le fait de tourner une scène censée être de nuit, avec l'utilisation d'un cache qui bloque la lumière du jour placé devant l'objectif, et d'autre part, en référence que dans le film sont exposés différents trucages, dont Une Nuit américaine, nous faisant rentrer dans les coulisses d'un film, et plus symboliquement, évoque les coulisses obscures et inavouables de quelque chose qui paraît clinquant. Pour rendre ce film dans le film encore plus convaincant, François Truffaut cherche le réalisme. On assiste ici à une véritable projection où les personnages incarnent des rôles qu'ils incarnent dans la vraie vie. À commencer par lui-même, François Truffaut, réalisateur de La Nuit américaine, interprète ici le rôle du réalisateur Ferrand, metteur en scène du film Je vous présente Pamela. C'est la deuxième fois qu'il incarne le rôle principal d'un de ses films, l'ayant déjà fait dans son métrage L'Enfant sauvage. Il en va de même pour son monteur Yann Dédé qui interprète ici le rôle du monteur du film, ou bien encore de son assistant Jean-François Stévenin qui joue le rôle de l'assistant du réalisateur Ferrand, et c'est grâce à ce rôle que Jean-François Stévenin va prendre goût à la profession d'acteur et qui le poussera à suivre dans cette voie du jeu. Comme aussi Georges Delerue, camarade invétéré des bandes-sons de Truffaut, qui est désigné dans le film comme le compositeur du film Je vous présente Pamela, et qui est ici le compositeur du véritable film La Nuit américaine. Allô ? C'est Georges Delerue. C'est le musicien de Paris, vous le prenez ? Oui, je le prends, c'est Georges. Allô, Georges ? Ferrand, ne quittez pas, je vous fais écouter le playback de la scène déguisement. Merci. À bientôt, Georges. Elle est bonne, hein ? Très bonne. Pour bien dissocier les séquences in, celles du tournage, et les off, où on voit plutôt la vie privée et les relations sentimentales entre les personnages, le film procède à un montage par épisode, qui, couplé à la musique très orchestrale et magnifique du compositeur, comme le grand choral, donne un aspect très solennel à la fabrication d'un film. Pour plaire à un public élargi, François Truffaut place une touche anglo-saxonne dans ses comédiens en choisissant dans le rôle de la fille la jeune actrice Jacqueline Bisset. Il justifie cette décision en indiquant qu'il était pour lui impérativement nécessaire qu'Hollywood soit dans le film. Autrement, ça n'aurait pas été un vrai film d'amour et d'aventure. Jacqueline Bisset, véritable star internationale depuis ses rôles remarqués dans Bullitt de Peter Yates en 1968 et dans le thriller catastrophe Airport en 1970, participe ici à sa première production française. Elle tapera d'ailleurs dans l'œil du réalisateur Philippe de Broca, qui la choisira pour incarner le double rôle de Tatiana et de Christine, aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, qui sortira la même année. Il laisse évidemment une place de choix à son acteur fétiche Jean-Pierre Léaud, qu'il ne quitte plus depuis les 400 coups, et qui découleront sur une très longue collaboration entre les deux hommes. L'acteur y incarne donc le personnage attachant ou rebutant, pour ceux qui n'aiment pas le style de jeu de Jean-Pierre Léaud, le jeune acteur Alphonse, un personnage qui ressemble trait pour trait au personnage d'Antoine Doinel, que l'acteur incarne depuis déjà 3 films et un court-métrage. Jean-Pierre Léaud qui sort fraîchement du film de Jean Eustache, La Maman et la Putain. Le metteur en scène recrute aussi de nouveaux talents comme Bernard Ménès, qui sort du succès Pleure pas la bouche pleine de Pascal Thomas, qui le rappellera l'année suivante pour incarner le personnage principal de William dans Chaud Lapin, mais aussi en étant le réalisateur qui offrira à l'actrice Nathalie Baye son premier vrai rôle après une apparition furtive dans le film Brève rencontre à Paris de Robert Wise. Suzanne Schiffman, l'assistante de François Truffaut, rencontre une première fois dans la rue Nathalie Baye et son agent Serge Rousseau. Quelques jours plus tard, l'agent prévient Nathalie qu'elle pourrait correspondre au personnage de Joël, la script girl. C'est alors qu'elle rencontre Truffaut dans un entretien pour le rôle. Ils discutent assez longuement jusqu'à ce que Truffaut lui explique qu'elle n'était pas du tout le personnage, mais lui dit de revenir demain. C'est ce qu'elle fait, et le lendemain, elle lit un autre scénario avec lui, et à la fin de la lecture, Truffaut lui dit que c'est elle qui aura le rôle de la script. Truffaut convie aussi dans son film l'acteur de réputation internationale Jean-Pierre Aumont, qui joue le mari de l'autre très grande actrice italienne, Valentina Cortez. Toujours dans cet objectif de ramener un peu d'Hollywood dans le cinéma français. On peut aussi noter l'apparition de l'écrivain britannique Graham Greene, dont François Truffaut était un très grand fan. En vacances près de Nice, il demande à Suzanne Schiffman s'il pourrait faire de la figuration, ce qu'elle accepte volontiers. Truffaut, qui n'était pas au courant, le découvrira presque au dernier moment, ce qui suscitera chez lui une grande émotion durant les scènes qu'il partage avec une de ses idoles. Durant le film, on a le droit à une vision relativement large et assez égalitaire du staff. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre les personnages, ni de jugement de valeur sur tel ou tel domaine, même si le metteur en scène donne le ton et prend les devants. Le réalisateur qui n'est pas vraiment omnipotent et qui n'est jamais seul dans le cadre.
Le staff est vu comme une famille du cinéma où les gens s'apprécient, mangent ensemble, etc. Le metteur en scène brosse un portrait où les acteurs sont des êtres sensibles et où leur interprétation peut être soumise à des émotions de la vie réelle, ce qui les rend fondamentalement encore plus humains aux yeux du spectateur. Et la seule personne qui critiquera ce monde du cinéma est bien le seul individu qui est étranger à cette famille, n'étant là que parce qu'elle est la femme du régisseur. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Qu'est-ce que c'est que ce métier? Où tout le monde couche avec tout le monde, où tout le monde se tutoie, où tout le monde ment. Mais qu'est-ce que c'est? Vous trouvez ça normal? Mais votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable. Je méprise le cinéma. Écoutez mon vieux, ça suffit comme ça. Emmenez votre femme se calmer ailleurs. A noter que seul le réalisateur Ferrand reste sérieux et ne va pas céder aux passions amoureuses. Le cinéma est donc un cercle fermé qui peut être ragoûtant pour les non-initiés. Nous sommes pour la première fois au premier rang de la confection de quelque chose qui pour nous est naturellement dû, sans pour autant en connaître les secrets. Il veut mettre un terme à cela et peut-être démystifier aussi un peu le tournage d'un film lorsqu'il montre toutes les petites techniques et trucages réalisés par l'équipe technique qui colle des petits morceaux de scénario un peu partout pour que l'actrice, qui est malheureuse et alcoolique et qui ne connaît pas son texte, ne soit pas obligée de recommencer la scène des dizaines et des dizaines de fois. Tout de même, la femme d'Alphonse, on dirait que tu la détestes et que... Non, ça va aller très bien, Séverine. Ça va aller, vous savez. Ça va aller, on va arrêter un petit peu, ça va aller. Je sais pas qu'est-ce qu'il me passe. Peut-être que c'est la perruque qu'il me donne mal à la tête. Truffaut, en sa qualité de cinéaste, mais avant tout en amoureux du cinéma, nous livre un film qui ne peut que nous faire aimer le 7e art. Une vision quelque peu romancée d'un film. Même si il fait découvrir aux spectateurs des problèmes dont ils n'avaient pas la connaissance, étant de simples consommateurs de cinéma. Il leur explique aussi les deux aspects antinomiques du cinéma, avec l'approche purement artistique et esthétique, qui nécessairement sont bridées ou diminuées par les contraintes économiques imposées par les studios. Constamment, le réalisateur doit faire des compromis entre faire un beau film et respecter le budget. Ici, l'artiste prend directement position sur ce débat en répliquant « un producteur doit rester dans l'ombre ». Mais les difficultés sont en somme essentiellement d'ordre personnel et relatives à la sphère de l'intime. Truffaut, dans la grande lignée de ses précédents films, ancre dans son récit des histoires de tromperie amoureuse. Il dit dans sa note d'intention « Chaque personnage sera montré dans sa vie de travail et dans sa vie privée ». Ce qui peut nous amener à nous poser une question tout à fait légitime. Pour les acteurs, comment séparent-ils la vie privée de leur vie professionnelle? Et Alphonse est au courant? Mais oui, j'étais obligée de lui dire. Avec le cascadeur. Mais moi, pour un film, je pourrais quitter un type, mais pour un type, je pourrais jamais quitter un film. Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère faire un beau voyage, et puis très vite, on en vient à se demander si on arrivera à destination. Qu'est-ce qu'un metteur en scène? Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions à propos de tout. Bonjour Damien. Quelquefois, il a les réponses, mais pas toujours. Le point de vue adopté par François Truffaut confère donc au film une dimension éminemment autobiographique et bien plus encore, fait de cette œuvre un manifeste, un essai, une représentation du cinéma comme lui l'affectionne. Ferrand soulève de véritables questionnements philosophiques autour de l'art cinématographique et répond à ces mêmes interrogations de manière très claire. Les films sont plus harmonieux que la vie. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi. Truffaut vit pour le cinéma et le cinéma est supérieur à sa vie. Le film est une lettre d'amour au cinéma et c'est peut-être ce qui a poussé le metteur en scène à embellir quelque peu le tournage d'un film. Truffaut et Ferrand sont en soi un même et unique personnage, tellement fanatique de cinéma qu'il rêve la nuit de ses souvenirs d'enfance, où il arrachait illicitement des affiches du film Citizen Kane d'Orson Welles. Et il ne s'en cache à aucun moment. Toujours dans la note d'intention du film, il écrit très explicitement « Ce film fera donc l'éloge du cinéma ». Le film fait donc l'éloge du cinéma sous le regard d'un Truffaut qui distille absolument tout le temps des fines références à certains de ses films préférés. Il montre un aspect extraordinaire avec des musiques grandiloquentes, mais sait garder les pieds sur terre et peut parler de sujets plus heurtants comme la mort au travail. En effet, le cinéma, bien que discipline extraordinaire, n'est pas sans risque. Il peut y avoir des événements mineurs, comme des tromperies, des problèmes d'ordre technique, mais aussi, et là c'est bien plus délicat, la mort d'un acteur comme nous le prouve l'accident de voiture d'Alexandre. C'est la meilleure. Alexandre est mort en voiture. Quoi? Accidentellement. En revenant de l'aéroport,
où il venait d'aller chercher Christian. C'est un camion qui a heurté la voiture. Christian est blessé grièvement, mais il s'en sortira. Alexandre est mort pendant qu'on le transportait à l'hôpital. La Nuit américaine est diffusée en grande trombe le 14 mai 1973, conclusion de 2 mois et demi de tournage. Le film est très bien reçu par la critique et s'octroie une place de choix dans le cœur des Français. Mais pas que, le film devient un grand succès outre-Atlantique et est le grand vainqueur de l'Oscar du meilleur film étranger à la cérémonie des Oscars de 1974, ce qui rassure Truffaut. Lui qui essuyait 2 échecs, notamment celui des 2 Anglaises particulièrement douloureux. Steven Spielberg, déjà grand fan de Truffaut, fut particulièrement bluffé par ce film et en grand admirateur du cinéaste français, lui donnera le rôle du professeur français Claude Lacombe dans Rencontre du troisième type en 1977. L'histoire raconte que Spielberg, pour fanfaronner devant François Truffaut, lui aurait dit, alors que les deux entraient dans les gigantesques hangars en Alabama, « Ça c'est un studio ». François Truffaut, largement satisfait de son film, et qui de par son thème lui est cher, sentimentalement parlant, a tout de même dit avoir regretté le manque de scènes où l'on voit les personnages se faire maquiller, allez savoir pourquoi, et des scènes d'amour. En revanche, s'il y en a bien qui se voit être beaucoup moins tendre avec Truffaut, c'est bien évidemment le réalisateur, lui aussi de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard. Quelques jours après la sortie du film, le réalisateur envoie une lettre cinglante à son vieil ami du cahier du cinéma, une lettre qui sera suivie d'autres lettres de François Truffaut, très en colère et très déçu, des correspondances qui mettront fin à une très vieille amitié entre les 2 pionniers du cinéma français. Même si l'un est meilleur que l'autre, mais ça faut pas le dire. La vidéo est désormais terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, tu peux évidemment mettre un pouce bleu, la partager et même t'abonner à la chaîne YouTube Splendiose. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un film américain assez méconnu, j'ai nommé Cluedo. Salut!